Et on lance le SaaS avec zéro stratégie derrière. On a signé nos 90 premiers clients dans la journée. Ce qui nous a amené, si tu veux, à nous dire, il se passe quelque chose. Découvrez Limova, votre service d'intelligence artificielle qui réinvente votre entreprise. Vos agents IA sont disponibles en continu pour répondre à tous vos besoins en temps réel. On a levé nos premiers fonds, donc 400 000 €. On a fait un dossier BPI qui nous a accompagnés à hauteur de 250 000 € supplémentaires. Quand je sentais que quelqu'un avait une énergie différente, je me posais pas la question, j'allais essayer de lui parler. Et puis c'est comme ça que je suis passé dans Sans Permission. Les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode. Je suis avec Yohan aujourd'hui. On avait déjà tourné un épisode avec Jean. Comment ça va, Yohan ? Écoute, ça va super bien et je suis hyper content d'être avec toi, Antoine, aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Alors, pour présenter rapidement Yohan, il est passé de 0 à 1 million d'ARR, donc Annual Recurring Revenue, avec son entreprise en seulement 3 mois. Et l'idée dans cet épisode, c'est qu'on puisse rentrer dans les stratégies, les tactiques qu'il a utilisées. On a un petit whiteboard qu'on va pouvoir utiliser sur l'iPad, dans lequel il va pouvoir écrire des choses et vous partager toutes les stratégies, les tactiques qu'il a pu mettre en place pour y arriver. Donc, je pense qu'il serait pas mal, Yohan. On a pas mal de débutants qui n'ont pas encore lancé de business, qui nous écoutent et qui sont peut-être là où tu étais il y a quelques années. C'est qu'on commence par parler de l'histoire de Limova et de comment est-ce que tu en es arrivé à cofonder cette entreprise. Bien sûr, bonjour à tous, je suis hyper content d'être là, on va essayer de donner un maximum de valeur. Je pense que le premier conseil qui résume Limova, c'est la première des règles du Y Combinator, qui est le plus grand incubateur de start-up aux États-Unis, qui est de dire launch now, lancez-vous maintenant. Et ça résume tellement bien ce qui nous est arrivé avec Limova, c'est qu'on avait une idée. J'ai un de mes cofondateurs qui s'appelle Reuven qui a fait un Better Call Ous avec Oussama Hamar qui lui a donné l'idée de monter un SaaS pour sortir un petit peu d'une situation de prison où il se sentait prisonnier de ses clients en tant que solopreneur. Il a décidé de demander à Oussama un conseil. Le conseil était simple, c'est t'es bon dans l'associatif, t'es bon un petit peu dans la tech, monte un SaaS. Et c'était au moment où l'IA commençait à exploser, non pas au niveau du grand public, mais au niveau de la sphère tech. On commençait à avoir GPT 3.5. Et donc, il m'invite et il me dit, on monte ce SaaS ensemble avec 2 autres associés, Dan et Ariel que je salue. Et on s'est dit, on lance le business tout de suite. Et l'idée, c'était très simple, c'était de se dire qu'une association avait un besoin de subvention et que l'intelligence artificielle pouvait faire 2 choses, pouvait peut-être les aider à les chercher et à les rédiger de manière hyper rapide et hyper fluide. Et donc, on dit, ok, c'est une excellente idée. Et on lance le SaaS, mais on ne le lance pas du tout de manière académique. C'est-à-dire, on n'a pas fait un business plan, on n'a pas fait un SWOT, on ne s'est pas dit comment on va appréhender les choses, est-ce qu'on fait une tactique marketing ou autre. On s'est dit, on sort un MVP le plus catastrophique possible, mais un petit peu viable. Pour tout le monde, un MVP, c'est un minimum viable product. C'est juste le minimum syndical pour adresser un marché. Et on est parti se confronter à notre marché immédiatement. On a été au salon des associations à Paris et on a été vendre notre SaaS avec des t-shirts moches, avec zéro stratégie derrière, pas forcément de punchline, pas de discours, juste un produit qu'on a confronté à son marché. Et avec un discours un peu sympathique, on a signé nos 90 premiers clients dans la journée. Ce qui nous a amené, si tu veux, à nous dire, il se passe quelque chose. Ouais. Donc ça, c'était uniquement sur un salon que vous avez réussi à signer ces 90 premiers clients. Si on repart sur l'idée initiale, c'est pas forcément toi, en fait, de toi-même qui a trouvé l'idée, c'est des gens qui étaient dans ton entourage avec lesquels tu as réussi à t'associer pour te greffer sur le projet. Selon toi, du coup, comment est-ce que quelqu'un qui nous écouterait pourrait réussir à créer des connexions dans sa vie pour pouvoir potentiellement s'associer sur certains business s'il lui manque des compétences ? Premier conseil, être généreux. Je prends ton exemple à toi, Antoine. Moi, je te trouve hyper généreux. Tu vois, on a fait le podcast Sans Permission, il a cartonné, on en parlera après. Ça nous a énormément apporté. Je t'ai envoyé un message pour te dire que j'avais bien fité avec toi. Est-ce qu'on pouvait faire un truc ensemble ? Ça a été, ta réponse a été ouais, bien sûr. Et tu as booké 1 semaine après le studio. Et la première chose que moi, ça m'apporte, c'est de me dire, Antoine, je le catégorise comme quelqu'un de généreux. Donc, le jour où il va avoir besoin de moi, je vais être là pour lui. Et puis, le jour où je vois quelque chose qui pourrait lui apporter, la première chose que je fais, c'est que je redirige vers toi. Et parce que tu as été généreux, du coup, tu brilles par cette qualité qui est rare. Et c'est le premier conseil que je peux donner, c'est ne calculez pas trop les choses. Donnez. Donnez. De toute façon, vous allez finir par recevoir. Parce que c'est une mécanique qui est hyper saine. Et puis, si tu fais les choses sans forcément attendre quelque chose en retour, et que tu es déçu 1 fois, 2 fois, c'est pas très grave. Ça va tourner et ça va bien se passer. Ça me parle à fond parce que moi, c'est l'histoire que j'ai. Quand je suis arrivé à Dubaï,
Je connaissais personne. Et un jour, en me rendant à la salle de sport, je suis tombé sur un mec qui crée beaucoup de contenu en ligne, un anglophone qui s'appelle Iman Gadi, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, bien sûr. Et je le connaissais pas, tu vois, je lui avais jamais parlé. Et je prends mon courage à deux mains, je me dis, bon allez, dans le pire des cas, je suis seul, donc si je me prends un vent, je serai seul de nouveau, ça changera pas grand-chose. Et au final, ça accroche bien, on sympathise de ouf. Et du coup, je vois que lui, il veut progresser en sport. Moi, j'ai un business de coaching sportif en ligne, je m'entraîne depuis que j'ai 16 ans. Donc je me dis, vas-y, je vais le coacher gratuitement pendant plusieurs mois. Et petit à petit, on devient potes. Et c'est comme ça, derrière, que je rencontre Yomi. Iman me présente à Yomi. Et derrière, avec Yomi, c'est la même chose. Il veut progresser en sport, donc je le coach gratuitement. Et comme tu dis, c'est en étant en fait généreux qu'on arrive aussi à créer des connexions avec les gens et qui se sentent redevables. Et donc, c'est vrai que c'est hyper, hyper important. Donc, toi, c'est la stratégie que tu as utilisée au départ? Moi, je pense que j'ai été quelqu'un d'hyper généreux dans le contenu que j'ai partagé de manière générale dans ma vie et audacieux. Okay. Tu vois, typiquement, ça fait écho à ce que tu me dis. Toi, tu as été généreux, évidemment, mais tu as été audacieux. Tu t'es pas dit, quand tu regardais les personnes à la salle, tu t'es pas dit, putain, ce mec-là, il est inatteignable. Ouais. Je peux pas l'avoir, tant pis, on attendra demain. Tu t'es lancé tout de suite. Tu as respecté la première règle du Y Combinator, launch now. Ouais. Tu as été, et du coup, ça a scalé, et tu en es là où tu en es maintenant, et c'est plus que mérité. Et moi aussi, j'ai essayé d'être audacieux dans tout ce que j'ai fait, dans mes business, dans mes rencontres. Quand je sentais que quelqu'un avait une énergie différente, bah, je me posais pas la question, j'allais essayer de lui parler. Et puis ça se passe bien, tant mieux. Ça se passe pas bien, j'ai appris. Il n'y a rien de grave là-dessus. Et puis c'est comme ça que je suis passé dans Sans Permission. C'est-à-dire qu'on était en train de scaler, j'ai envoyé un message sur Instagram à Oussama. C'est ni plus ni moins que ça. Je me suis pas dit, et comment je pourrais les reach, et qui est-ce que... Oussama, j'ai un SaaS, on fait 1 million d'ARR en 3 mois, est-ce que tu veux qu'on se parle? On a envie de faire Sans Permission. 1 mois et demi après, j'étais à Dubaï avec vous, on faisait Sans Permission. Et donc la générosité, l'audace, c'est hyper important. Et bien sûr, ça c'est un autre conseil, je conseille à personne de faire les choses seul, parce qu'on vit dans un parcours entrepreneurial, pour celles et ceux qui décident d'aller vers ce parcours-là, des hauts très durs à gérer. C'est-à-dire que des fois ça cartonne, et cartonner c'est un problème de riche, mais c'est un problème. Des fois tu perds la tête, tu perds la notion de l'espace, du temps, de l'argent. Et tu pourrais faire des bêtises. Alors que quand tu es entouré de quelqu'un qui dit, mais attends, peu importe ta réussite, n'oublie pas d'où tu viens. Et ça, c'est hyper riche. Et aussi les bas. Quand tu es dans les bas et que tu broies du noir parce que tu as des épisodes qui sont difficiles, bah, quand tu es avec quelqu'un, ça se passe tout de suite mieux. Et donc, ouais, soyez généreux, soyez audacieux et entourez-vous. Ouais. Et justement, entourez-vous. Toi, tes associés, comment est-ce que tu as réussi à t'entourer d'eux dans ton parcours? À quel moment tu as réussi à connecter avec eux? Alors moi je suis très croyant, donc je me dis que le bon Dieu est évidemment pour beaucoup de choses. Mon associé Réhouven, ça a été un partage de générosité. Lui, il a été hyper généreux avec moi parce que j'avais un besoin dans mon association de digitalisation. Et lui, son métier à l'époque, avant de pivoter sur le SaaS, il était solopreneur et son métier, c'était d'accélérer la digitalisation des entreprises et des assos. Surtout des assos, parce que lui, il venait de ce milieu-là. Ouais. Et c'est un milieu où généralement il y a beaucoup de retard sur un plan tech. Et moi en fait dans l'asso que je gérais en tant que DG, on était en galère et on m'avait parlé de Réhouven comme l'acteur vraiment numéro 1 qui comprenait à la fois la problématique associative et la problématique tech. Et en fait quand je lui ai demandé de l'aide, il m'a dit bien sûr. Il m'a pas demandé d'argent, il m'a dit je t'accompagne, on verra plus tard. Et le je t'accompagne, on verra plus tard a fondé une amitié. Et puis il m'a dit tu sais, j'ai pensé à une mission pour toi, il y a des mecs qui kifferaient t'avoir. Et puis on se parle. Et donc ce lien là d'amitié qui s'est créé, quand il a décidé de monter le SaaS, bah, il m'a appelé. Évidemment corrélé à une appétence sales que j'avais et organisationnelle, mais de base c'est un échange de bons procédés et de générosité qui a créé cette association, cette fraternité, et du coup qui nous a amené à là où on en est dans l'Imova. Génial. Donc tu étais directeur général d'une association à l'époque, c'est comme ça que tu as démarré. Ce qui est hyper intéressant, tu sais, on entend souvent les histoires d'entrepreneurs en disant qu'ils ont commencé super tôt, ils ont toujours... Toi, tu as commencé avec un parcours au final où tu as travaillé dans le secteur associatif, tu as monté les échelons petit à petit et dans ce parcours, tu as rencontré des gens, tu as créé des connexions et quand l'opportunité s'est présentée, quand vous avez vraiment remarqué qu'il y avait un besoin, eh ben, vous avez combiné vos forces parce que toi, comme tu le disais, tu as une grosse appétence pour la partie commerciale, pour la partie organisationnelle. Tu as été CEO aussi? J'étais CEO dans une boîte de clim, directeur des opérations pour traduire, dans une boîte de clim qui faisait énormément de chiffre d'affaires. Et tu as raison, ça a été les connexions de l'association qui m'ont mené vers la clim, c'est les connexions de la clim qui m'ont mené vers le SaaS. Et en fait, c'est un parcours où, si tu veux, j'ai jamais compté mes heures. J'ai toujours été un mec hyper besogneux, hyper dynamique.
et sur qui on pouvait compter. C'est-à-dire qu'à 1h du matin, s'il y avait alerte générale, et ben, il y a alerte générale, je suis là. Et ça crée du crédit chez les gens, et c'est un grand conseil que je peux vous donner, les amis, c'est tapez-vous. Voilà, à un moment donné, quand on se tape, forcément, à un moment ou à un autre, ça va payer. Et il faut être résilient parce que ça ne paye pas tout de suite. Parce que se taper, c'est pas suffisant. Il faut monter en compétences, digérer du contenu, apprendre, écouter, copier et se taper. Et quand tu fais un peu ce cocktail-là, tôt ou tard, ça paye. Et c'est un peu l'histoire de ma vie, ça a été de me taper, d'observer et d'apprendre des gens. Apprendre des gens et apprendre aussi en ligne, parce que tu as passé beaucoup de temps. C'est comme ça d'ailleurs que tu es tombé sur Oussama, de base. Bien sûr. Mais durant ta carrière professionnelle de CEO, de directeur général, tu t'es formé en continu pour aussi être prêt le jour où tu aurais cette opportunité. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes méthodes d'apprentissage et de ce que tu as fait pour monter en compétence de ton côté? Bien sûr. Moi, j'ai un parcours scolaire qui est plutôt chaotique. C'est-à-dire, je n'étais pas bon élève parce que je ne comprenais pas ce qu'on attendait de moi. C'est-à-dire que être 8 heures assis sur une chaise à écouter quelqu'un sans pratiquer, sans faire des choses, sans se mettre en situation, c'est quelque chose d'hyper difficile. Et paradoxalement, à chaque fois que j'allais en dehors de l'école et qu'on me demandait des choses, je trouvais que j'avais un retour sur investissement pour la personne qui me donnait sa confiance qui était plutôt intéressant. Donc de manière très pragmatique, moi je suis sorti vite de l'école, j'ai terminé après mon bac, j'ai enchaîné tout de suite sur le milieu du travail, donc dans l'associatif. Et donc si tu veux, ma méthode, ça a toujours été de regarder ce qui marchait bien et d'itérer là-dessus. Et ça a été dans tout, ça a été sur des personnes. Quand je trouvais qu'un type dans ce que je faisais brillait parce que excellent orateur, parce que excellent manager, parce que excellent financier, parce qu'excellent gestionnaire, bah en fait, je m'inspirais, je regardais, je copiais et je m'appropriais les choses. Et dès que j'avais acquis suffisamment d'expérience dans le domaine, j'essayais d'itérer et d'y apporter ma touche. Ça, c'est le premier conseil, c'est copier. Copier les gens. Copier les gens qui font mieux que vous, plus fort que vous. Il y a aucune honte à ça. Il ne faut pas être bloqué. Je suis dans l'ombre d'eux, etc. On doit tous être dans l'ombre de quelqu'un à un moment donné dans sa vie. Et c'est pas grave. La deuxième méthode, c'est, je l'ai dit dans Sans Permission, je le réassois ici. YouTube, c'est le restaurant du savoir. Entrée, plat, dessert, digestif, vous avez tout. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Et là, en l'occurrence, c'est complètement le cas. Moi, je me rappelle à l'époque, j'avais besoin de m'exprimer correctement en public. Et souvent, on m'a dit, t'as un talent d'orateur, etc. Mais en fait, pas du tout. Moi, à 1h du matin, j'allais sur YouTube, je mettais des TEDx et je regardais comment leur dire. Comment dire les choses, comment parler, comment s'exprimer, balayer les gens du regard, changer d'intonation, bouger, être dynamique. En fait, j'ai appris, j'ai écouté, j'ai pratiqué. Et entre la méthode, c'est-à-dire observer et mettre en pratique, je laissais très peu de temps. C'est-à-dire que j'observais une chose sur comment s'exprimer en public. J'essayais le plus vite possible d'avoir une prise de parole en public. Et je challengeais. Ah, j'ai oublié de faire ça, j'ai oublié de dire ça. Et j'ai continué comme ça toute ma vie. Et donc, entre les contenus open source et les gens que je côtoyais, j'ai toujours essayé de tirer le meilleur de ces deux contenus-là pour, moi, progresser. Génial. Donc, tu as réussi à progresser comme ça dans ta carrière professionnelle jusqu'à créer Limova avec ton associé. Est-ce que tu peux nous parler des premières phases qui sont toujours très chaotiques? Tu nous as dit que vous avez directement construit un MVP, vous l'avez vendu sur une conférence. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de toute cette première phase, MVP, création du produit, comment est-ce que vous y êtes pris? Bien sûr. Donc, on est 4 cofondateurs. Réhouven, techniquement, est un peu le CEO. Moi, je suis l'appétence sales organisationnelle. Ariel, plutôt CFO. Et Dan, le CTO. On est 4. Évidemment, on n'a pas levé d'argent. On ne se paye pas. Il n'y a rien. On lance, on teste le marché. Ça n'a pas été la phase la plus complexe parce que si tu veux, on avait très vite conscience qu'il ne fallait pas qu'on dégage trop de bandes passantes sur le produit, mais qu'il fallait qu'on mette 100% de notre énergie sur le marché. Donc on a créé un MVP, on est parti au salon, on a vérifié le marché. Pour nous, c'était clair qu'un produit qui était aussi éclaté, qui avait été signé autant de personnes en aussi peu de temps, on était dans le marché. Donc après cette partie-là, donc une fois qu'on a fait le salon, on a pris un sales copain à nous et on lui a dit on va t'envoyer du lead moyennement qualifié et tu vas essayer de prolonger la continuité du salon en disant j'adresse la même cible, c'est moins qualifié parce que c'est pas un salon et tu vas essayer de vendre. Okay. Ce sales-là, il a réussi à vendre et parallèlement à ça, nous, on a tout de suite décidé de lever des fonds. C'est-à-dire qu'on a vérifié le marché, on était 4 cofondateurs, on savait que l'IA, parce qu'on nous pose souvent la question pourquoi on n'a pas bootstrappé. On n'a pas bootstrappé parce que la seule raison qui nous a poussé à lever et à pas bootstrapper, c'est parce qu'on estime, et on estimait à l'époque, et je pense qu'on s'est vraiment pas trompé, que l'IA
progressait tellement vite, était tellement volatile dans son évolution, que bootstrapper, c'était prendre le risque que d'autres personnes levaient et nous rendait très rapidement obsolètes. C'est-à-dire qu'à la différence d'une nouvelle invention humaine liée à un savoir-faire d'ingénieur, copier, il faut de l'usinage, il faut des plans, il faut voir, il faut réfléchir. L'IA, ça va trop vite. Et donc, on voulait être les premiers à arriver sur le marché. Donc, pour revenir un peu à la timeline que tu me demandes d'expliquer, au moment où on revient du salon, simultanément, on met un sales à la vente et on lève des fonds. Donc, le sales continue de faire des contrats tous les jours. Et les leads venaient du salon ou vous avez mis en place Non, on a mis une campagne, on a mis un call center qui faisait de la outbound sur des fiches froides. Et ces fiches froides se transformaient en rendez-vous. Okay. Et les rendez-vous étaient rappelés par le sales. Okay. En gros, on avait un système de setter qui passait à notre closer. Et on démarrait comme ça. Mais c'était hyper artisanal parce que les personnes en charge du setting, elles n'étaient pas forcément hyper compétentes sur le sujet. Et la personne en charge du closing non plus. Et pas rémunérée. Donc, pas forcément motivée, d'autres activités à côté. Mais comme je le dis, et je le redirai jamais assez, c'était pour nous plus intelligent de démarrer comme ça, de manière assez abracadabresque et pas structurée, parce que c'était pas le moment d'être structuré. Là, c'était le moment de travailler et d'agir. Et donc, parallèlement à ça, où comme tu peux le voir, c'est pas un système hyper bien ficelé de closing, on levait des fonds en leur disant, regardez, on n'a pas de marketing. On a un sales qui est comme ça, il a d'autres choses à côté, il est super bon, mais il a plein d'autres choses à côté. On a des mecs qui prennent des rendez-vous, ils comprennent pas trop le produit, on fait des ventes. Donc, il se passe quelque chose. Et donc, on a eu Friends and Family qui nous ont fait confiance. On a levé nos premiers fonds, donc 400 000 euros, qu'on a reçus sur le compte a priori fin juillet. Et en parallèle de ça, on a été malin. Et je les remercie parce qu'ils nous ont beaucoup accompagnés. Ils vont continuer de nous accompagner. On a fait un dossier BPI qui nous a accompagnés à hauteur de 250 000 euros supplémentaires. Et du coup, on partait avec une enveloppe de départ qui était quand même pas mal pour démarrer l'aventure. Ça, en termes de temps, c'était combien de temps à peu près après le MVP? C'est une très bonne question. En mai, on est au salon. Ouais. Okay, on fait nos 90 premiers contrats. Juin, juillet, on vend tant bien que mal avec une méthode, comme je t'ai dit, moyenne en termes de structure. Fin juillet, on reçoit les fonds des Friends and Family. Okay. Début août, on reçoit les fonds de la BPI. Okay. Mi-août, on est dans nos nouveaux locaux qui sont, et d'ailleurs ça c'est un grand conseil que je peux vous donner quand vous levez des fonds, c'est de ne pas seulement demander que des fonds aux investisseurs, c'est de leur demander d'autres choses, du savoir-faire, du temps, des infrastructures. Typiquement, on a deux investisseurs qui sont hyper généreux, qui s'appellent Alexander et Marcello, qui nous ont donné des locaux. Et on a eu 150 mètres carrés place Masséna, c'est l'équivalent des Champs-Élysées à Paris, quoi. Et du coup, dans la carte de visite de la boîte, ça change tout. Et ils nous ont donné 150 mètres carrés, ils ont refait tous les travaux à leur charge. Et ils nous ont permis, mi-août, de nous installer, de commencer à préparer tous nos process et nos recrutements. Okay. Et donc, mi-août, on démarre les annonces de recrutement. 1er septembre, on avait nos premiers sales. Et on démarrait l'aventure qui ne s'appelait pas Limova à l'époque, qui s'appelait Subvention.ai. Okay. Et on démarre. On démarre là, par contre, avec un budget. Ouais. On a du market, on a de l'ads. Il n'y a plus besoin de setting en outbound à l'étranger. On est full France avec du lead qui rentre. Et on se rend compte de manière complètement folle qu'on paye 1 euro le lead. Et que quand on appelle le lead, il est hyper qualifié. Incroyable. Et c'est incroyable. Et on commence nos premières ventes comme ça. Et du coup, sur toute cette première phase durant l'été, toi, tu cumules 2 activités en parallèle. Ouais. Tu as ton ancien job toujours. Ouais. Et en même temps, tu travailles sur Limova, sur la partie sales. Complètement. C'est-à-dire que j'ai mon ancien job déjà parce que ce job-là m'a beaucoup apporté. C'est-à-dire que je n'en avais pas besoin financièrement. Mais moralement, j'étais hyper attaché à son actuel gérant qui s'appelle Massimo, à qui moi je dois beaucoup. On parlait de apprendre de quelqu'un, itérer sur quelqu'un. Moi, j'ai appris énormément de sa part à lui. C'est, comme je l'ai dit, le meilleur sales que j'ai vu dans ma vie et un excellent gérant d'entreprise. Et donc, moi, je lui devais sur un plan de loyauté. Donc ça, c'est aussi une valeur qui est importante. Ouais. On parle de générosité, on parle d'audace, mais la loyauté, c'est aussi capital dans le business. C'est-à-dire qu'on se rappelle, moi typiquement, je prends l'exemple de Ous et de Antoine, je me rappelle que j'ai fait sans permission avec eux. Donc, je leur dois quelque chose. C'est pas, ils ne me l'ont pas demandé, ils ne me demandent rien du tout, mais je me rappelle, je remercie. Ouais, tu le mérites aussi. C'est gentil, c'est gentil, mais je fais un post LinkedIn, je remercie. C'est important de reconnaître ce que les gens ont fait de bien pour toi.
Et donc Massimo, en l'occurrence, m'avait beaucoup apporté. Et donc, il était hors de question de le lâcher comme ça. Donc, l'idée, c'était de faire une transition intéressante. Mais donc, je cumule pendant l'été les deux activités. D'accord. Ok. Et en gros, en termes d'emploi du temps, ça résume à se lever à 6h du matin et à se coucher à 1h du matin. Ouais. Ouais. Et comment tu arrivais à gérer cette période? Tu étais sous caféine tout le temps? Comment tu fonctionnais? Parce que ça doit être vachement... Enfin, moi, je sais que je l'ai expérimenté aussi au début. J'étais grave dans l'adrénaline sur le lancement de mon business quand ça commençait à marcher. Et à un moment, je me suis pris une claque dans la tête et j'étais fatigué. Et j'ai eu besoin de plusieurs semaines pour récupérer. C'est énorme que tu me parles de ça. Moi, j'ai eu un gros contre-coup qui a duré à peu près 7 à 10 jours. Okay. Parce qu'en gros, tu cumules caféine, tu cumules adrénaline, tu cumules responsabilité. Parce que l'argent des VC, déjà, c'est notre famille. C'est nos amis, c'est notre famille. Donc, il n'y a aucun univers où on va planter nos VC. C'est pas, et ça serait des étrangers, ça serait pareil. Quand tu as des personnes qui te donnent 400 000 euros, on parlera de la deuxième levée, qui te donnent 400 000 euros sur toi, c'est une responsabilité. Ces personnes-là, elles ont beau avoir x10 sur le compte ou pas, c'est pas un sujet. Le sujet, c'est que ces personnes-là, elles t'ont confié cet argent. Alors, le minimum que tu dois donner, c'est tout ton investissement, tout ton cœur, pour être sûr que même si tu fais des bêtises, tu as tout fait pour les éviter. Et donc, si tu veux, ça a été une énorme intensité de ma part, une grosse débauche d'énergie. Et au bout de 3-4 mois, j'ai un gros contre-coup d'une semaine. Mais là encore, j'ai pu me reposer sur des associés et leur dire les cocos, je suis fatigué, il faut que je dorme. Et puis je suis reparti plus belle. Magnifique, magnifique. Sur toute cette partie levée de fonds, est-ce que tu peux nous rentrer un petit peu dans les détails? Déjà, tu nous as expliqué pourquoi est-ce que tu voulais lever des fonds, mais si on prend de manière plus large, pourquoi est-ce qu'une entreprise a besoin de lever des fonds pour aller plus vite? Concrètement, en quoi est-ce que le capital permet de gagner du temps? Premièrement. Deuxièmement, comment est-ce que vous y êtes pris étape par étape? Je sais qu'il faut créer un deck, il faut pitcher à des gens, etc. Imaginons que vraiment tu es quelqu'un en face qui a cette idée de business, mais le seul truc qui lui manque, c'est du levier et des fonds. Comment est-ce qu'il peut s'y prendre pour réussir à lever ses premiers euros? Alors, si tu as besoin de lever des fonds, premier sujet, c'est évidemment de se poser la question de combien, à quel valo et pourquoi. Attention, je ne vais pas donner le conseil inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. Le pourquoi, ce n'est pas un tableau Excel de 375 lignes où on réfléchit pendant 7 ans à qu'est-ce qu'on va faire du moindre euro. Parce que de toute façon, je vous le dis, spoiler alerte, vous n'allez pas du tout les dépenser à cet endroit-là. Il n'y a aucun monde où vous allez respecter le BP. Mais c'est important de savoir pourquoi on veut dépenser de l'argent. Le pourquoi, pour moi, ce n'était pas quelle ligne. C'était pourquoi on le fait. Pourquoi on ne bootstrap pas. Ou pourquoi on lève et pourquoi cette somme-là. Et je vais même te confier, sur la première levée, on a fait les cons, on n'a pas levé assez. Mais on ne pouvait pas anticiper ce product market fit, mais on n'avait pas levé assez. Et c'est pour ça qu'on a complété avec une deuxième levée. Mais le premier conseil, c'est qu'est-ce que je vais en faire? Où sont les pôles de dépenses, juste pour répondre à ta question d'avant, et après j'enchaîne sur la méthodo. La vitesse, tu la gagnes par la vente. C'est-à-dire que pour moi, l'obsession numéro 1 d'une boîte et d'un SaaS qui se lance, c'est vendre. Il doit se passer rien d'autre de plus important. C'est-à-dire que commencer à dire que tu as un produit parfait, de comment, de pourquoi, commencer à dire que tu mets une stratégie comme ça, pas du tout. Il faut vendre. Vendre, ça permet 3 choses exceptionnelles. La première, c'est que ça apporte une énergie dans la boîte qui est invincible. C'est-à-dire que tes sales qui de base se cassent à 18h, ils vont se casser à 20h. Parce qu'ils ont des coms à aller chercher en plus, parce qu'ils ont la dalle, parce qu'ils voient que ça marche. La deuxième chose, c'est que ça te met dans une situation de croissance. Quand tu es en croissance, il y a toutes les portes de la terre qui s'ouvrent. Tu vois, le fait est qu'on a annoncé 1 million d'ARR en 3 mois dans Sans Permission. On fera un petit passage dessus. Ça a été l'avalanche de propositions, l'avalanche de partenariats. Et ce qui a fait cette avalanche-là, oui, on a fait un bon épisode, mais c'est aussi 1 million d'ARR en 3 mois. Nous, on l'a senti dans les discussions avec les gens. Ce qui a trigger les gens, c'est qu'on ait fait cet ARR-là en si peu de temps. Donc, je disais, les ventes, ça met en situation de croissance. La troisième chose avec les ventes, c'est que ça te met toujours connecté avec ton marché. Petits tips comme ça gratos, fondateur, pas fondateur, 1 million, 2 millions, 10, 15, 20 millions d'ARR. Nous, on se force tous les jours à parler à 5 à 10 clients par jour. Quoi qu'il arrive. Des clients à qui on a vendu le produit, des clients qui sont en phase d'onboarding, des clients qui ont été onboardés et des clients qui ont décidé de quitter l'aventure. Tous les jours, on prend ces 4 typologies-là pour rester connecté.
qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui les a trigger, qu'est-ce qui les a déçus. Et donc, le vrai conseil, c'est vendre. Et donc, l'argent, au début, il doit être mis là où ça va rapporter des ventes. Maintenant, je reviens sur la méthode. Vous avez déterminé pourquoi vous voulez lever cet argent, combien et à quel valo. Première étape, people review. Revue de personnes dans votre entourage. Qui serait susceptible de potentiellement... Je vais écrire. Tu vas écrire? Vas-y. Je précise que c'est Antoine qui écrit, parce que si moi j'écris, c'est injouable pour l'émission. J'écris super mal aussi, t'inquiète. Ouais, mais moi je suis gaucher et j'écris mal, donc vraiment j'ai aucune chance. C'est people review, c'est revue d'effectifs, ça s'appelle, mais là c'est une revue d'effectifs Friends and Family. C'est qui autour de moi serait susceptible de me passer de l'argent, de me faire confiance. La deuxième chose, c'est où est-ce que je peux avoir de l'argent? BPI, subvention, accompagnement financier de lancement d'entreprise, crowdfunding, il y a des plateformes qui existent sur ça. Où est-ce que je peux récupérer de l'argent? Troisième étape, malheureusement, alors donc c'est un peu contre-intuitif avec ce que j'ai dit avant, mais il n'y a pas le choix. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé d'autre choix dans la première levée. J'ai réussi à faire la bagarre sur la deuxième, c'est qu'il faut un pitch deck et un BP. Le pitch deck, c'est totalement justifié. Le BP, je le remaintiens, on l'a changé 1 milliard de fois, j'exagère, mais on l'a bien changé une quinzaine de fois depuis la première phase de la boîte. Mais il faut un pitch deck et un BP. La reco que je peux faire, c'est que nous, on avait fait un pitch deck et un BP très amateur au début. Ça nous a porté préjudice. C'est quoi amateur, un pitch deck amateur? C'est nous qui le faisons. Okay. Et c'est pas notre métier. On l'a pas bien présenté. Et franchement, on avait de la chance d'avoir notre énergie, mais ça aurait pu nous fermer des portes. On nous l'a dit. En feedback, après, on nous a dit, les gars, ça va que c'est vous parce que vous avez la patate, mais c'est moyen. Donc, techniquement, si tu fais un pitch deck et un BP, te faire accompagner peut-être par une junior entreprise ou juste quelqu'un dans ton entourage qui, franchement, présente super bien les choses, c'est une reco qu'on peut faire. C'est quoi la grosse différence, tu dirais, entre le rendu que tu as eu en passant par un prestataire et le rendu que vous aviez fait en étant seul? Alors, c'est difficile à dire parce que sûrement que c'est nous qui étions très bananes, mais c'était beaucoup mieux. Okay. Franchement, c'était de l'ordre de x10. Sur le design ou sur le copywriting? Copywriting et design, les deux. Okay. C'est-à-dire que la façon d'amener les choses, la structure logique, elle était vraiment meilleure que ce qu'on avait pu produire. Réou ne m'en veut pas quand on a fait ça ensemble, mais c'était vraiment meilleur. Maintenant, attention, à l'époque, c'était GPT 3.5. Il faut vérifier maintenant avec GPT 4.5 ce qui se passe et ce que ça ferait. Je ne saurais pas vous dire, les amis, testez. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, ça nous avait un petit peu porté préjudice. Et derrière, les amis, il faut aller à la bagarre. Ouais. Et là, c'est parti pour la bagarre. Il faut aller pitcher les gens. Là, pareil, pitcher, évidemment, vous pouvez aller regarder plein de choses. Mais la meilleure manière de demander de l'argent, c'est d'expliquer à la personne qu'elle doit croire en vous et croire en projet et que ce n'est pas un besoin viscéral d'avoir cet argent-là. Si ce n'est pas lui qui va vous le donner, moi je l'ai verbalisé auprès de plein de gens. Il y en a qui se sont vexés. Hein. Je leur ai dit, mais si tu veux ne pas rentrer, ne rentre pas. C'est pas grave. On reste bons copains. Non, mais attends, Johan, pourquoi tu me dis ça? Mais parce que je ne te sens pas motivé. C'est-à-dire que moi aussi, en dehors de l'argent, je voulais faire l'aventure avec des aventuriers. Je ne voulais pas faire l'aventure avec quelqu'un qui me donne 10 000 euros, 15 000 euros ou 20 000 euros. Et attention, c'est beaucoup d'argent, 10 ou 15 000 euros. Mais je ne voulais pas avoir quelqu'un qui, sleeping partners, je dors, je mets ça et si tout se passe bien, je fais un x500 dans quelques années. Je voulais avoir des bagarreurs. Et donc, on a verbalisé aux gens, les amis, vous n'allez pas donner que de l'argent. Vous allez faire la bagarre avec nous. Et celui qui ne veut pas faire la bagarre, on ne prend pas son argent, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je pense que ça, et on nous l'a feedbacké, hein, ça a envoyé un message de conquérant. Et donc, les mecs se sont sentis à l'aise de se dire, OK, on va leur envoyer de l'oseille, ils ont la niaque, ils ont la dalle. Et d'ailleurs, ça a été un feedback magnifique d'un des invests qui nous a dit, j'ai réfléchi 3 nuits pour l'investissement, il a donné 50 000 euros, 3 nuits d'affilée, et les 3 nuits, je suis tombé au même résultat. Je ne vous vois pas planter la boîte. C'est impossible de voir ça, vous avez trop faim. Je me dis que même si ça se passe mal, vous allez trouver une solution. Et donc ça, c'est la plus grosse technique pour pitcher, c'est pitcher avec vos tripes, pitcher avec votre âme. Voilà. Parce que ce qui est important quand on est investisseur, c'est qu'on investit certes sur le projet, mais on investit aussi sur les personnes qui tiennent le projet et qui vont le mener à bien. Et donc, il faut savoir se vendre, il faut montrer qu'on a la dalle, comme tu dis, qu'on en a dans les tripes. Et donc, c'est ce que vous avez réussi à faire. Ouais, et un autre conseil que je peux donner, c'est le produit, c'est très bien. Les chiffres sur le BP, c'est très bien. Mais tu viens de le dire, les gens, ils investissent dans des personnes parce qu'en fait, la preuve, l'Imova, c'est la preuve de tout ça.
le produit qu'on a pitché pour les 400 000 euros, il n'existe plus. C'est-à-dire, littéralement, subvention.ai, c'est un site internet qu'on a fermé. Le produit n'existe plus. Ça s'appelle limova.ai ou movali.ai pour les assos. Et en fait, ce produit a disparu parce qu'on a trouvé un meilleur product market fit. On en parlera après. Mais le pivot qu'on a fait, je rappelle, à la base, notre projet, c'était un SaaS que pour les associations en France à 19,90. 3 mois plus tard, on est un SaaS pour les entreprises à 70 € par mois et on adresse 45 pays. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune slide du pitch deck et aucune slide du BP qui est OK. C'est-à-dire qu'on a complètement pivoté et je pense que ça, c'est ce que vous devez transmettre à vos investisseurs, c'est on ne sait pas ce qui va se passer, mais vous pouvez compter sur nous pour avoir l'énergie et la dalle suffisante pour que ça se passe bien. Et puis quand ça va mal se passer, ça va bien, ça va aller. Vous savez, il y a souvent le ça passe ou ça casse. Nous, c'était ça passe ou ça passe. Il n'y a pas d'autre option. Donc, votre client idéal au tout départ sur subvention.ai, c'était uniquement des associations? Ouais. En France. Ouais, en France. À 19,90. À 19,90. À quel moment vous êtes arrivé à pivoter et à vous dire il y a peut-être un autre marché à aller chercher? Alors, donc, du coup, en termes de timeline, ce que je sais que tu aimes bien être précis sur la courbe du temps. Donc, en septembre, on démarre l'aventure avec les fonds de la BPI et les premiers fonds des investisseurs. Et on démarre donc avec le projet sur les assos. Et au bout de 15 jours, on a de la chance. On tombe sur une pub d'un autre SaaS aux États-Unis qui fait une chose hyper maligne, c'est qu'elle commence à incarner de l'IA de manière personnifiée et à mettre des tasks, des tâches à réaliser à l'IA plutôt qu'un seul truc à réaliser. Et moi, en fait, je fais un truc hyper simple. C'est un conseil que je donne tout le temps, c'est ne pensez pas que vous avez raison, c'est votre marché qui a raison. On a pris une photo, on a montré à nos investisseurs, on a montré à nos amis, on a montré à nos clients. La réponse a été unanime. Ça, c'est 500 fois plus beau et mieux que ce que vous faites. Alors là, il y a deux options. Soit tu t'écroules, et tu dis non mais attends, on a bossé 6 mois, on a levé de l'argent et machin, et tu restes obtus. Soit tu dis mais merci de ce feedback, on pivote. Et ce pivot-là, il est très dur parce que tu dis à ton équipe tech qui s'est déchirée, Dan et Michael à l'époque, qui se sont déchirés, qui ont bossé avec Bella d'ailleurs, je vais être sûr de remercier tout le monde. Ils se déchirent pendant des mois, ils te sortent un produit qui là est plus MVP. C'est un produit dans leur tête et dans notre tête fini. Et 15 jours après, tu dis poubelle. Tout le travail poubelle. Et en fait, là, il faut ego qui n'existe pas et se raccrocher à l'objectif. L'objectif, c'est de faire cartonner l'entreprise. L'objectif, c'est pas de faire cartonner notre produit. Si notre idée de base, elle était bonne, mais qu'il y a une idée qui est 500 fois meilleure, c'est les mots des mecs, eh ben c'est pas grave. On se prend pas la tête. Et donc ça, on a mis notre ego à la poubelle et on a pivoté instant. Et donc on sort Movali et Limova quelques semaines plus tard, qui sont donc les premiers agents IA en France. Et je suis hyper content à l'époque qu'on ait fait ce pivot-là parce qu'au moment où on se parle, quand on tourne cette vidéo, Antoine, tout le monde parle des agents IA. Tout le monde fait que ça. Et donc, du coup, ça nous emmène du trafic organique parce que nous, on est l'acteur numéro 1 en fait, des agents IA. C'est-à-dire que si tu dis, lui, il a un agent IA, lui, il peut te faire ton market, lui, il peut te faire ton automation sur du SEO, lui, il peut t'aider sur... Nous, on a réuni les agents IA sur un one-stop shop de l'IA pour dire, arrêtez d'avoir 50 abonnements, vous allez avoir un abonnement. Et dans votre abonnement, on va se connecter, moi j'espère qu'on va se connecter à ton SaaS Antoine, se connecter avec les SaaS des gens, on se connecte en API et en fait on réunit les fonctionnalités. Et donc les clients nous disent, j'ai un parcours utilisateur qui est clair, j'ai plus besoin de cumuler 1000 choses, j'ai tout en un, c'est facile d'utilisation, ça démocratise l'IA et en fait vous nous aidez énormément et vous réglez une très grosse problématique. Et donc nous à l'époque où on sort nos agents IA, on est précurseurs. On n'est pas en train de sortir quand la vague elle est en train de monter et donc de redescendre. Nous, on est avant la vague. On est positionné avec notre planche de surf. On sait que la vague, elle va arriver. Et en fait, quand elle monte, on est tout en haut. Pendant que les gens ils disent « Ah, il y a une vague !» Nous, on était déjà sur la vague. Et ça, c'était hyper cool. Et donc, on était les premiers à faire des agents IA qui se veulent le plus autonomes possible. Et donc, on pivote. Et ce pivot-là, ça fait tout péter en l'air. Croissance, vente, tout, parce que les mecs ils disent j'ai mon Meta qui est automatisé, j'ai mon LinkedIn qui est automatisé, j'ai tout ça. Et en fait, au lieu de faire 3, 4, 5 contrats par jour et 30-40 leads, tu te mets à avoir 200 leads par jour, tu te mets à avoir 50% de taux de conversion et tu te mets à tourner à 20, 30, 40, 50, 60 contrats.
Et puis, je l'avais expliqué dans son permission, je le redis là. On a mis de l'ADS en Belgique parce qu'on considérait que la France et la Belgique, c'était pareil. Des ventes le premier jour. On a dit, bah ok, on fait en Suisse. Premier jour. On fait Luxembourg. Deuxième ou troisième jour. Et on a continué comme ça. Et on a eu de la recommandation, du referral. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du referral, c'est du référencement naturel. C'est un exemple très simple. Hein, bouche à oreille. Ouais, bouche à oreille. Ouais, bouche à oreille. Et c'est le meilleur outil marketing pour un fondateur parce que ça veut dire que tu payes plus et que les gens pour qui t'as payé, ils font ta pub à ta place. Et donc, on va dire que c'est un graal à atteindre. Et on l'a atteint quand on a fait ce pivot-là. Et ça a été le début de la croissance. Ça a été le moment où on a fait sans permission. Ça a été la folie. Génial. Donc, ce pivot-là, vous l'avez en partie eu grâce à une publicité sur laquelle tu es tombé. Une publicité qui était sur le marché US de base. Et ça, c'est vraiment une chance qu'on a en étant en France, c'est qu'on peut s'inspirer de ce qui marche déjà, comme tu l'as dit, apprendre de ce qui marche déjà aux US, parce qu'on a toujours quelques mois de retard. Ouais. Et donc, pour se positionner sur les vagues, c'est hyper pertinent de pouvoir regarder ce qui marche déjà là-bas. Et c'est ce que vous avez réussi à faire. C'est ce qu'on a fait. De base, moi, je trouve qu'on a des années de retard sur les US, mais l'IA et l'immense croissance de la puissance de l'ADS de manière générale a fait closer ce gap parce que c'est beaucoup plus simple d'adresser un autre marché, donc les pubs arrivent plus vite. Ouais. Il y a un remarketing, il y a un retargeting qui est mieux opéré sur Meta de manière générale, ils ont amélioré leurs algorithmes, quoi. Mais à l'époque, on mettait des années, maintenant on met plus que des mois, voire des semaines. Mais je pense que la leçon à tirer de ça, c'est que quand on a trouvé que c'était une bonne idée, déjà, on a su détecter que c'était une bonne idée. Et on a tout de suite mis notre ego de côté, on a demandé au marché. Tout de suite, mais dans la journée. On a vu ça, on a screené, on a appelé tout le monde. Et les mecs nous ont dit c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et on a pivoté instant. Incroyable. Ça, c'était cool. Donc, évidemment, pour n'importe quelle personne qui se lance, regardez ce qui se fait ailleurs. Je peux prendre l'exemple des émissions de télé. Il y a un truc qui cartonne aux US, il importe en France, ça cartonne. Il y a un YouTuber qui a une idée de concept, ça cartonne aux US. Il y a de grandes chances que ça va cartonner avec vous. Il y a une idée de SaaS, de boîte. Il n'y a pas de honte à faire ça. C'est naturel en fait et c'est la vie, quoi. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'école, on nous apprend que copier, c'est mal. Donc on a souvent du mal à se détacher de ces croyances-là. Grave. Alors il ne faut pas copier-coller exactement ce qui fonctionne, mais on a le droit de s'inspirer, on a le droit de s'adapter et on gagne du temps en regardant ce qui fonctionne. Donc c'est clair que c'est hyper important quand on se lance. Maintenant, si on parle un petit peu de toute la partie acquisition, vous avez donc utilisé la publicité Meta, comme tu nous l'as dit, avec les fonds que vous avez levés. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du funnel d'acquisition de Limova ? Bien sûr. Comment est-ce que vous arrivez à avoir vos clients ? Alors déjà, nous, on avait une agence avec qui moi je travaille sur la clim. On a le droit de nommer cette agence ? Ouais, vas-y. C'est pas la télé. Ouais, c'est vrai que c'est pas la télé. Je repose la question, c'est Junto. Il y a Raphaël que je salue. Junto, qui pour moi sont les meilleurs sur le marché en France, sur de l'acquisition et sur de l'achat d'espaces publicitaires sur Internet. On avait une excellente expérience avec la clim et donc on avait noué des rapports. Donc tu vois comme quoi générosité, échange, partage, loyauté, on revient, mais c'est un triptyque qui t'aide énormément dans la vie. Et donc, on lance cette boîte-là. Et donc, lui, très rapidement, déjà, il nous a fait un prix. Il nous a pas fait payer au début parce qu'on se connaît, le temps de lancer la machine. Enfin, tu vois, c'est des trucs hyper cool. Et on a lancé la machine en se disant, tu as une agence qui va acheter tes espaces publicitaires au mieux pour toi. Et on va démarrer tout petit budget. Et on va être héroïste parce qu'on veut vérifier ce qui se passe. Donc, la première étape, si tu veux, pour nous, ça a été de se faire accompagner par un expert. Et une fois qu'on a délégué ça à un expert, c'était de vérifier la qualité, la qualification des leads. Et donc, sur ça, on a réalisé... deux choses essentielles, c'est qu'on a micro-managé et micro-monitoré les tout premiers leads. C'est-à-dire que surtout pas se dire on va voir, on fait un point à la fin du mois, blablabla, pas du tout. Là, c'était toutes les 2 heures, j'envoyais des leads et je disais aux sales à l'époque, il y avait Laura et Anthony, je disais Anto, ça donne quoi le lead ? C'est qualifié, c'est pas qualifié ? C'est pas qualifié. Et nous, à l'époque, on avait Reuven à la main qui allait dans le Meta Manager en disant pas qualifié. Qualifié, pas qualifié, pour l'algo. Ça, c'est un grand conseil que je donne. Ne faites pas la bêtise de laisser vos ads tourner comme ça. Il faut absolument donner la réponse à Meta en disant si le prospect a été qualifié ou pas qualifié pour que l'algo apprenne et gère mieux ta campagne. Et donc, on qualifiait à la main. Et dès qu'on a commencé à avoir des leads qualifiés, ça a commencé à péter. Donc, micro-monitorer, commencer à recevoir des leads, on vend. Et progressivement, augmenter le budget. On a augmenté le budget de manière progressive. Tous les jours, on mettait un petit peu plus jusqu'à essayer de voir quelle était la problématique, nous, en trésor, / en perte de conversion, en perte de qualité. Parce que si tu adresses une audience beaucoup plus large, il y a de grandes chances que tes prospects soient moins qualifiés. Et donc, on a démarré comme ça avec de l'ads entrant, du sales qui prend du lead entrant,
et qui gèrent de l'acquisition. Très rapidement, on a des gens qui nous ont demandé des codes de parrainage. On les a fait et ça nous a rapporté beaucoup de clients gratos. Ok. Beaucoup, je le recommande. Il y a plein de gens qui vont vous dire moi j'offre un mois, je gagne un mois. Tout le monde le fait, hein. Les salles de sport le font, les formateurs le font, tout le monde fait ça parce que c'est un win-win pour tout le monde. Le client gagne, vous gagnez. Et donc dans l'acquisition, ça a été de faire un système de parrainage. La troisième chose qu'on pourrait croire et qui est selon moi une grosse erreur et qu'on pourrait ne pas qualifier d'acquisition, ça a été de rappeler les clients qui avaient signé pour leur demander du feedback sur la plateforme. Dans la tête d'un mec, c'est pas ça de l'acquise, mais en fait, c'est ce qui nous a aiguillés sur les features qu'il fallait sortir. Et donc, on a rappelé tout le monde, tout de suite, en disant c'est intuitif, c'est pas intuitif, qu'est-ce qu'il faudrait de mieux, qu'est-ce qui vous manque, comment on pourrait s'améliorer. Si je vous offrais 15 jours, vous pourrez répondre à un questionnaire. Et en fait, on a offert des jours, on a récupéré du feedback et on a sorti les features en rapport avec ce que le marché demandait. Et donc, forcément, qu'est-ce que ça a changé? Notre taux de conversion. Donc, notre acquisition. Donc, c'est on va dire, une action indirecte qui a servi l'acquisition très vite après. Ok. Feedback. Donc, voilà comment on a structuré nos ventes au début. Super. Donc, c'est vraiment, si on reprend dans l'ordre, au départ, vous vous êtes fait accompagner sur la partie ad par une agence. Ensuite, vous avez pris vous-même les leads au téléphone pour vous assurer qu'ils étaient qualifiés. Vous avez mis en place une boucle de feedback entre la partie media buying et la partie leads que vous récupérez. Ouais. En fonction de leur qualification, vous avez fait des retours à l'agence. Petit à petit, vous avez commencé à faire vos premières ventes. Derrière, vous avez augmenté les budgets pour essayer de scaler au maximum. Vous avez mis en place le programme d'affiliation de parrainage. Et derrière, vous avez demandé des feedbacks à vos clients pour sortir de nouvelles features. Ouais. Et que en fait, votre product market fit s'améliore en continu de par la communication que vous avez avec vos clients. Tu as tout compris. Et surtout, un sujet qui a beaucoup intéressé les invests et notre compte en banque, c'est qu'on a augmenté le pricing. Okay. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire que c'est très fort à la fois de croître tout en augmentant tes prix, tout en adressant plus de pays. C'est vraiment pour le coup le product market fit. Mais aussi, et ça je veux le dire parce qu'on a eu de la chance, mais aussi on l'a provoqué. C'est pas tout le monde qui rappelle ses clients pour demander comment ça se passe. Et moi je le dis, jusqu'à... Il y a eu des scènes très très drôles parce que des mecs m'ont vu au podcast de Sans Permission et ils m'ont vu avec le casque. « Oh Johan, c'est toi, ça va, je t'ai vu dans le podcast. » Et ouais, c'est moi. Et le mec il me dit « Mais pourquoi c'est toi qui prends le casque ?» Mais parce que moi j'ai envie de savoir ce que tu penses du produit. Même après avoir fait 1 million d'ARR, même après avoir fait Sans Permission, même ce que tu veux, je prends le casque et on discute. Raconte-moi, c'est quoi qui... Ah ouais, franchement, LinkedIn, moi, t'es prêt à payer 50 € de plus par mois pour avoir la prospection LinkedIn automatisée sur Limova? Ouais. Ok, merci beaucoup. Allô, CTO, faut qu'on sorte LinkedIn. Et c'est tellement fort. Et on respecte du coup là une deuxième règle du Y Combinator qui est contre-intuitive pour un entrepreneur parce qu'on entend parler de scaling tout le temps. Ouais. Mais pourtant au début, c'est do things that don't scale. Il faut faire des choses qui ne sont pas scalables. Parce qu'au début, tu n'es pas en train de structurer, tu n'es pas en train de passer de ta startup à ta scale-up. Là, tu es en train juste de faire grossir ta startup. Et donc, il faut faire des choses qui ne sont pas scalables. Pas scalable, c'est l'un des cofondateurs qui passe 20 minutes avec un client dans une visio. C'est pas scalable, mais c'est tellement riche. C'est tellement puissant. Déjà, ça envoie un message au client de se dire, les mecs, ils carent. Nous, on a un de nos très gros arguments de vente sur Limova, c'est vous voulez prendre un autre modèle d'IA? Bien sûr. Allez sur un modèle US où le service après-vente, ils vont te recontacter dans 3 semaines sur un fuseau horaire US. T'es foutu. Nous, on répond en 24 heures. Peu importe ce qui se passe, on répond. On est là, on est présent pour nos clients. Et donc, on envoie un message de le cofondateur, peu importe la réussite, il se connecte. Donc ça, c'est un gros message qu'on envoie aux clients. Et surtout, il n'y a pas mieux que les cofondateurs pour percevoir et pour poser les bonnes questions aux clients. Parce qu'un sales, il va être toujours orienté closing. C'est normal. Il va être payé pour ça. Alors que moi, je m'en fichais de closer le client. Moi, je voulais que le client m'apporte de la data. Et on se force tous les jours à le faire. Okay. Ça nous a énormément aidé. Super intéressant. Donc, do things that don't scale au départ, recueillir un maximum de feedback client pour pouvoir améliorer en continu. Au niveau du pricing, tu nous as dit que ça a été très évolutif au cours du temps. Comment est-ce que vous avez réussi à augmenter vos pricing tout en gardant vos taux de conversion? J'espère que ça va décevoir personne. On a fait un truc très bête et méchant. Alors, gros conseil, ne jamais bouger plusieurs métriques en même temps. Okay. Tu bouges des métriques, tu sais pas ce qui a freiné. Exemple très simple, je bouge le prix,
et je rajoute une feature. Ça se vend plus. Tu sais pas si c'est ton prix, c'est OK, ou si c'est parce que c'est la feature qui a amélioré ton produit. Tu n'as aucune idée. Tu bouges le prix et tu changes l'UX. Ça vend moins. Ouais, mais peut-être c'est l'UX. Ouais, on n'aurait pas dû changer l'UX. Tu changes une métrique. Même si c'est un temps très court, 3, 4, 5 jours, tu changes qu'une data. Et nous, en fait, on a fait un truc très simple. C'était 19,90, des fois remisé 9,90. OK, maintenant c'est 29,90 remisé 19,90. On teste une semaine. Okay. Vérification de la conversion. Ça n'a pas bougé. OK. Bah, on peut pricer plus fort. Alors, attention, on l'a fait de manière assez maligne. On n'a pas fait ça au hasard. On sortait une feature qui nous paraissait intellectuellement plus forte. On dit OK, la feature elle est sortie. C'est très bien. Le produit il est stable. Ça n'a pas bougé beaucoup de choses. OK, on a attendu quelques jours. C'est stable la conversion. OK, maintenant on augmente le prix. On augmente le prix. On vérifie 5 jours. On touche à rien d'autre. Ni features, ni rien du tout. Sur 5 jours, c'est stable. La conversion elle est bonne. Le retour des sales il est primordial. Les gars, est-ce qu'on vous dit que c'est cher au téléphone? Non. Ça passe, c'est bien, c'est OK, c'est bien perçu par le client. OK, bah, OK, on augmente. Et en fait, au fur et à mesure, on a fait évoluer le produit, on testait le marché. Et en fait, tant que la conversion ne mettait pas un warning en disant « au secours, on vend moins », on n'a pas touché. Et on a monté progressivement. Évidemment que le produit était de plus en plus fort. Et donc, ça se justifiait de passer de 19,90 à 70 € par mois. Ouais, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a toujours un rapport entre la valeur et le prix des choses auxquelles on vend. Toujours. Et ce que tu nous dis avec le parcours de Limova, c'est qu'au plus vous avez sorti de features, au plus la valeur de votre offre a augmenté au cours du temps. Bien sûr. Et donc, les gens n'avaient pas l'impression de faire une mauvaise affaire malgré le fait qu'ils payent plus cher. Bien sûr. Parce que la valeur augmente en continu, notamment en faisant des choses qui ne scalent pas et en parlant à vos clients. Et bah, tu as tout résumé. Le fait est d'avoir parlé à nos clients, ça nous a permis de faire le bon choix de features, donc d'augmenter notre pricing. Mais donc, je vais donner un exemple simple. Au début, à 19,90, nous, on était hyper challengés sur ChatGPT. Ouais, mais attendez, mais ChatGPT pourrait faire une partie de ce que vous faites et machin. Ouais, mais les subventions, c'est pas si important que ça. OK, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté des collaborateurs illimités. Première feature, ça a été d'ajouter des collabs. Et le mec, il se dit, au bout du deuxième collab, je suis moins cher que ChatGPT et pourtant, j'ai le même modèle de langage. Donc, on a trouvé un levier pour justifier le pricing. Puis après, on a sorti une feature. L'une des premières, ça a été le marketing, où on sortait complètement de ChatGPT parce qu'on a intégré carrément la capacité de créer des flyers, de les automatiser, etc. Et en fait, instantanément, le client, là, il sort de ChatGPT. Et donc là, maintenant, on n'est plus en bagarre avec ChatGPT. On est en bagarre avec le marché, on règle les problèmes. Et tu as ta plateforme ou tu as ton ChatGPT et tu as une feature marketing. Puis après, on a commencé à demander aux clients, mais est-ce que si vous aviez un chatbot que vous pouvez déployer sur votre site internet qui répondait à vos clients 24/24, 7/7. Et le client dit, mais ça serait génial. C'est-à-dire quoi, le week-end, il y a des clients qui pourraient poser des questions sur mes produits. Ouais, ça c'est intéressant pour vous. On a regardé le marché. Ça se vend 30 € par mois. Très bien. Et ben nous, on va augmenter de 9 € par mois le prix de Limova en mettant cette feature-là. Et en fait, là, ChatGPT, c'est plutôt un sujet parce qu'en fait, on commençait à avoir des features qui étaient aucun rapport avec ChatGPT et les clients commençaient à accepter de payer 29, 39, 49. Et comme je te dis, toujours corrélé entre ce qui nous paraissait cohérent, ce que le marché avait envie, et du coup le pricing. Super intéressant. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du produit Limova, de toutes les fonctionnalités justement que vous avez développées au cours du temps, puisque je pense qu'il y aura des personnes qui vont nous écouter et qui seront intéressées par ce que vous faites. Donc voilà, n'hésite pas à nous dire qu'est-ce que vous avez comme panoplie de features. Pour parler, avant de parler des features, je vais parler de notre vision. Okay. Notre vision, c'est de régler 3 problèmes pour des entreprises et des assos, mais surtout pour les entreprises. C'est de dire, on vous fait le one-stop shop. Arrêtez de vous balader sur 5, 7, 8 interfaces, avec 5, 7, 8 niveaux de facturation, avec 5, 7, 8 supports clients auxquels il faut adresser. On vous met tout en un. La deuxième promesse qu'on fait avec Limova, c'est on se met en veille à votre place sur les nouvelles et les meilleures technos. C'est-à-dire qu'en étant client Limova, vous n'avez pas besoin de vous poser la question de quelles sont les meilleures technos qui vont sortir pour votre entreprise. On le fait à votre place. On source à votre place. Ça, c'est une richesse énorme. Pour un directeur marketing d'une boîte, pour un solopreneur, pour plein de gens comme ça, ils se disent « Attends, moi je dors tranquille. J'ai des mecs qui bossent pour faire ça. » Et la troisième promesse de Limova, c'est l'accessibilité. Vous allez avoir toujours des gens près de vous pour vous écouter, pour vous accompagner, pour vous guider. Et en fait, ces 3 promesses-là, c'est ce qui nous a permis d'être là où on en est aujourd'hui. Maintenant, sur les features, ce qu'on fait, ce qu'on va faire et ce qu'on espère faire, ce qu'on a actuellement, c'est qu'on a une plateforme avec des agents dédiés sur des corps de métiers spécifiques et on a des features associées aux agents. Tu as un truc très classique de
j'ai un agent marketing, évidemment, comme n'importe quel LLM, vous pouvez lui demander de vous conseiller et vous utiliserez le meilleur modèle de LLM disponible sur le marché pour vous conseiller et discuter avec lui. Mais ça, vous allez me dire, ça c'est un chat GPT. Première feature de cet agent marketing, donc il faut bien comprendre qu'il y a l'agent à qui on peut discuter et il a des super pouvoirs. Super pouvoir numéro 1, je peux créer un flyer de toute pièce via IA ou via pas IA, parce que j'ai pas envie d'utiliser de l'IA, je trouve ça impersonnel, c'est des goûts et les couleurs. Et ce flyer-là, une fois que je l'ai créé, je l'ai modifié, ça c'est l'un des gros power-up qu'on a, c'est que généralement on a des qualités de flyer très problématiques avec l'IA, parce que, alors peut-être que quand la vidéo sortira, il y aura eu des upgrades, mais en l'état, quand je fais une image, c'est difficile pour elle d'y mettre du texte. Il y a beaucoup d'erreurs. Bah, nous, on a trouvé une techno intéressante où, a posteriori du flyer et de la génération de l'image, on peut changer le texte. Donc du coup, ça rend un flyer généré en IA, mais modifiable par l'humain. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a généré ce flyer-là, on peut faire deux choses exceptionnelles. C'est qu'on peut poster depuis la plateforme Limova sur ses réseaux sociaux. Donc il n'y a pas de « je crée mon flyer », j'ouvre Instagram, j'ouvre LinkedIn, j'ouvre Facebook, je fais créer un post, je fais machin, trop d'interactions. Je reste sur Limova, j'ai mon portail. Autre cas plus intéressant, c'est moi, j'ai préparé tous mes flyers, j'ai envie de les mettre dans le temps. Lundi, 13h, LinkedIn. Mardi, 18h, Instagram. Jeudi, 20h, Twitter. Je prépare mes posts, mes agents les génèrent automatiquement, je fais mes retouches, j'envoie au revoir. Et vraisemblablement que dans quelques mois, il n'y aura même plus d'aller-retour. Le post va être généré, ça sera magnifique, les écritures seront parfaites, les légendes seront parfaites, j'ai automatisé et en fait l'agent va travailler tout seul. L'agent va réaliser des tâches pour soi. Ça, c'est une des premières features. Une autre feature hyper importante, ça a été de déployer un assistant IA sur votre site internet. Je l'ai dit juste avant, 24/24, 7 sur 7, je peux avoir mon chatbot entraîné sur mes documents, entraîné sur mon prompt pour mon site internet. Je réponds au client, combien elle coûte la clim, quelle puissance il faut pour quelle pièce, combien il coûte le sac, est-ce que ce sac-là il peut contenir tant de choses, combien ça pèse, etc., etc. Et ça génère du lead pour les clients. Ce chatbot-là, je peux le faire entrer dans une boucle WhatsApp en inbound. Je suis en train de voir avec un certain Antoine pour faire de la outbound. On est en train de discuter de ça. Donc la outbound, on pourrait imaginer, c'est des choses qui arrivent là très prochainement. Je reçois un lead dans mon CRM. Dans les 4 secondes, il reçoit une notification WhatsApp. « Bonjour Antoine, bienvenue chez Limova. Vous avez demandé à vous faire recontacter. Un de nos commerciaux va vous rappeler dans X temps. Est-ce que vous avez déjà des questions à me poser ?» Boucle expérience utilisateur magnifique. Je viens de demander un lead à 23h, je reçois une réponse tout de suite. J'ai pas envie de lui parler, je lui parle pas. C'est à 7h du matin, c'est à 8h, j'ai envie de parler, je parle. Donc une feature WhatsApp. L'un des très gros upgrades qu'on sort, mais je ne vais pas tous les citer, parce il y a vraiment trop de features qu'on sort, c'est le SEO automatisé. Capacité à aller rédiger tout seul des articles par rapport à des mots-clés qui seraient donnés. Exemple, fruits, légumes, closer, formation en ligne, peu importe. De ces mots-clés-là, l'IA va me générer un article hyper optimisé parce qu'entraîné sur du SEO. Non pas entraîné par un ChatGPT, entraîné par nous qui avons mis entre 10 000 et 15 000 PDF de comment il faut faire du SEO correctement. Parce que en partenariat avec une agence SEO qui nous accompagne sur l'entraînement de l'agent. Donc là, je suis sûr d'avoir des articles de qualité. Une fois que l'article a été rédigé tout seul par l'IA, de manière hebdomadaire, mensuelle, bimensuelle, ça c'est toi qui décides, il vient me le poster en draft dans mon site. J'ai un WordPress, un Wix, peu importe. Ça vient générer tous les jours 3 articles. Ça vient me le mettre en draft, j'ai plus qu'à accepter. Résultat, au lieu de faire 4 à 5 articles SEO, quand je m'en occupe, j'en fais 200 à 300 par mois. Quand tu passes de 5 articles par mois à 300 par mois, tu breaks le game et tu te mets à avoir une croissance organique qui est entre 300 et 500%. Et ça, c'est énorme. Et toi, tu as juste mis des mots-clés et lancé une automation. Rien que cette feature-là, elle justifierait le prix de Limova. Ouais. Juste cette feature-là, tu vois. Et l'un des très, très gros upgrades qu'on sort, c'est sur LinkedIn. Je vais ajouter des gens automatiquement, ça accepte, je shoot un message. Ça, c'est génial. C'est exceptionnel. Il y en a qui le font, il y a des très bons SaaS qui le font. Mais encore une fois, c'est un SaaS, une fonctionnalité. Et on a l'agent téléphonique IA qui prend de l'appel entrant et de l'appel sortant en IA. Mais je te dis ça, il y a encore plein d'autres features. Et on va sortir un maximum de choses. Notre but, Antoine, c'est d'avoir le maximum d'automation possible. Okay. D'avoir le moins d'interaction entre l'humain et l'IA. C'est-à-dire l'humain est le chef d'orchestre, l'IA et la personne qui réalise le travail. Il y a un double check ou pas, selon la fiabilité, ce que je ressens, etc. Et ça travaille. Génial.
Donc tu permets aux entrepreneurs de gagner vachement de temps en fait sur toutes les petites tâches du quotidien, gagner aussi vachement d'argent parce qu'ils n'ont pas employé des personnes pour faire ce type de tâches. Bien sûr. Et donc de scaler beaucoup plus rapidement. Bah, en fait, ils vont scaler plus vite, ils vont scaler plus fort. Autre chose, là, notre SaaS, j'aime bien ce terme, il est imparfait. Parce qu'on s'en fiche, c'est normal. On s'améliore de jour en jour. Mais tu regardes le SaaS aujourd'hui, tu regardes le SaaS il y a 3 mois, tu dis ces mecs-là, ils dorment jamais, ils sont non-stop. Parce qu'on bosse tous les jours, on patch 3-4 fois. Je félicite l'équipe de Dan, 3-4 fois par jour, on patch. On patch des mises à jour, on patch des bugs, on patch des améliorations UI, UX. Parce qu'on est en perpétuel changement. Mais surtout, les agents sont tellement en train de devenir forts que là, au moment où on se parle, c'est déjà extrêmement fort, mais qu'est-ce que ça va être dans 3-4 mois? Et puis, il y a souvent la question de personnes qui me disent « Mais Johan, est-ce que tu n'as pas l'impression que le travail, que les choses vont changer ?» C'est-à-dire qu'il y a 2 options. Soit le mec, c'est un infopreneur, solopreneur, début d'entreprise, il n'a pas les moyens de recruter quelqu'un. Et donc, Limova, concrètement, ça lui permet de se lancer. Parce qu'il est banane en marketing. C'est un super ingénieur, c'est un super écrivain, ce que tu veux. Il est banane en marketing. Il se fait accompagner par nous. Il paye un prix qui est dérisoire. C'est quoi 70 €, 80, 90 € par mois au regard de même ce que te coûtera un alternant. Donc tu peux te lancer grâce à Limova. L'autre option, c'est le mec, il a déjà des gens. Et ils me disent, mais attendez, j'ai déjà quelqu'un qui s'occupe de ça. Mais attendez, monsieur. Moi, je suis en train de vous dire que le salarié que vous payez 2300 €, chargé 3002, vous pouvez le faire travailler 5 fois plus vite pour 80 € par mois. C'est quoi le sujet? Et le mec, il me dit... Bah là, vous avez raison, je vois pas le sujet. Bah oui, c'est-à-dire que pour 80 € par mois, tu mets une espèce de pic d'efficacité et d'efficience travail à ton salarié que tu payes déjà 3200 €. T'es pas 80 € près, vas-y mec. Et en fait, ils y vont. On sent le côté commercial qui ressort. Même moi, je suis vendu. Mais c'est super. Franchement, ce que j'aime beaucoup dans le produit, c'est que vous avez énormément de fonctionnalités qui couvre beaucoup de problématiques. Et donc, ça va devenir, à mon avis, de plus en plus facile de se lancer, même quand on n'a pas de business. Parce que, voilà, on peut avoir des IA qui travaillent pour nous et qui font le travail à notre place. Bah, d'ailleurs, nous, on a pris le pas marketing de dire embaucher nos agents. Et non pas acheter. Embaucher. Embaucher Lou pour le SEO, embaucher Tom pour votre téléphonie, embaucher John pour le marketing. Nous, en termes de marketing, on estimait que c'était plus parlant. Ouais. Clairement. Pour finir ce format, si on devait parler un petit peu des objectifs et de l'avenir pour Limova, toi, c'est quoi la vision que tu en as et ce que tu aimerais atteindre? Bah, si tu me permets, moi, j'aimerais beaucoup te remercier Ous pour le Sans Permission. Parce que depuis cet épisode, alors déjà, il a vraiment bien marché, je suis content. Et on a eu des retombées exceptionnelles. On a des gens qui nous ont envoyé des maquettes UI UX gratuites. On a des gens qui nous ont proposé de travailler 2 ans gratuitement, juste parce qu'ils étaient passionnés par l'énergie de la boîte. On a des gens qui nous ont présenté des leveurs de fonds. On a des gens qui étaient eux-mêmes des fonds d'investissement, qui nous ont dit on vous accompagne. Et en fait, Ous l'avait très bien dit dans le podcast, il avait dit moi à ta place je lèverais 1 an de croissance. C'est exactement ce que nous ont dit les fonds d'investissement. Donc là, au moment où on se parle, quand l'épisode va sortir, on va lever entre 3,5 millions et 5 millions d'euros. On a approché par énormément de fonds d'investissement. Rien que demain, et je fais coucou au Ben et Ben, rien que demain, je vais rencontrer 2 personnes qui vont probablement nous accompagner sur cette levée de fonds. Et donc l'avenir de Limova, si tu veux, pour nous, c'est lever ces fonds-là qui vont nous permettre là maintenant de passer de la start-up à la scale-up. Donc d'avoir vraiment une ambition produit. Parce que là, l'ambition vente, elle est là. Tu vois, la traction, elle est là. Là, si tu veux, le focus, il est sur le produit maintenant. C'est moi qui dis ça. Hein. Moi qui ai toujours dit on vend. Là, ça y est, on vend, ça marche. Donc maintenant, améliorons l'expérience utilisateur. Rendons ce produit si exceptionnel quand je vois l'effet que ça te fait de dire il y a toutes ces fonctionnalités-là, bah, je me dis que vraiment, c'est pour ça qu'on a ce product market fit. Alors, enfonçons le clou. C'est à ça que va servir la levée. Et une fois que la levée sera finie et qu'on aura bien accéléré sur le produit, vraisemblablement, et c'est tout le mal que je nous souhaite, il y aura des gros fonds qui vont essayer de nous racheter des parts et de rentrer un petit peu dans l'aventure. Encore une fois, c'est tout le mal que je nous souhaite. Mais là aussi, sur les fonds d'investissement, on choisira les meilleurs bagarreurs et les meilleurs aventuriers pour faire l'aventure et la bagarre avec nous. Les 3,5 millions, on va les trouver quoi qu'il arrive. Les 4 millions, je ne sais pas combien on va se décider, mais on va les lever quoi qu'il arrive, mais on va les lever avec les meilleures personnes possibles. Donc déjà, je voulais te remercier Ous, parce que le podcast, ça nous a propulsés dans la lune. J'ai été invité sur plein d'autres podcasts, médias, etc. Et je vais essayer d'être aussi dynamique. C'était très important pour moi que ma deuxième intervention elle soit avec toi, parce que tu es un mec hors norme, hyper généreux, et tu as beaucoup apporté à la communauté.
Et je le redis, on parle pas assez qu'à 21 ans, tu voulais être pilote de chasse et que toi aussi, tu as pivoté et que tu es parti tout seul sans tes parents. Et c'est hyper inspirant. Et j'espère que la jeune génération va beaucoup s'inspirer d'un mec comme toi. Donc c'est important pour moi de te rendre l'appareil. Et donc voilà l'avenir pour nous, c'est continuer de carburer, améliorer le produit, lever des fonds et passer d'un statut de start-up à scale-up, donc quelque chose de robuste, d'efficace et potentiellement se faire racheter. Super, bah, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Où est-ce que les gens pourraient te retrouver personnellement et retrouver Limova aussi? Limova, c'est limova.ai. Donc c'est facile, limova.ai. On mettra le lien. C'est gentil. Sur les réseaux, là, je vais beaucoup travailler. Je vais ouvrir ma chaîne YouTube sur les conseils d'Antoine et sur vos conseils à vous. Je vais ouvrir ma chaîne pour essayer de vous partager un maximum de contenu à la fois sur Limova, sur notre aventure entrepreneuriale et également d'essayer de partager un maximum de tips au niveau des sales, de la levée de fonds et de toutes les aventures qu'on a pu avoir pour vous partager du contenu et rendre à l'écosystème ce qui nous a rendu. Et évidemment, LinkedIn, TikTok, suivez-nous. On va essayer de faire beaucoup de contenu et donner beaucoup de force. Super. Merci beaucoup, Yohan, pour ton temps. Merci, Antoine. C'était incroyable. C'était un grand plaisir, encore une fois. N'hésitez pas à nous faire des retours dans les commentaires aussi, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans un prochain épisode.